Salut tout le monde et bienvenue dans cette session d'explication spécialement conçue pour vous les étudiants. On va décortiquer ensemble un gros morceau du programme de chimie orga, l'oxydation ménagée des alcools. L'idée aujourd'hui, c'est de structurer tout ça de manière ultra logique pour assurer à vos prochains examens. La chimie organique, ça peut faire un peu peur au début, c'est vrai, mais en y allant étape par étape, vous allez voir que tout prend sens. Alors commençons par la base. Qu'est-ce que c'est concrètement une oxydation ménagée ? C'est tout simplement une réaction où le squelette carboné de notre molécule survit miraculeusement à l'épreuve. Contrairement à une combustion qui va tout cramer et pulvériser la molécule, ici la chaîne de carbone reste parfaitement intacte. C'est uniquement le groupe fonctionnel qui va évoluer grâce au rôle de réducteur que joue l'alcool. Ok, voici la règle d'or. S'il y a bien une seule chose à mémoriser et à stabiloter pour vos partiels, c'est cette matrice. Elle connecte de façon systématique chaque classe d'alcool à son produit final inévitable. Les alcools primaires ont deux voies possibles, les secondaires n'en ont qu'une, et les tertiaires, ils résistent totalement. Gardez bien ça en tête, c'est le socle absolu de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Au programme pour décortiquer ce sujet, on va revoir le principe de base, puis on passera au crible 3 méthodes expérimentales que les alcools vont devoir affronter, on enchaînera avec l'oxydation poussée et on finira par des applications pratiques. C'est parti! Première étape, le principe de l'oxydation ménagée. Plongeons dans les différences structurelles de nos candidats, car c'est ça qui dicte tout leur destin chimique. Le contraste ici saute aux yeux. Regardez, à gauche, on a notre alcool primaire. Il est super vulnérable avec ses atomes d'hydrogène complètement exposés et prêts à réagir. Et à droite, c'est tout l'inverse. L'alcool tertiaire est hyper blindé. Il est encerclé par des groupements carbonés, les fameux R, qui forment comme un bouclier impénétrable autour du carbone central. Du coup, la conséquence directe de ce bouclier, c'est que les alcools tertiaires ne font absolument rien. Ils ne subissent aucune réaction d'oxydation ménagée parce que leur structure les empêche totalement d'agir comme des réducteurs. C'est le piège classique par excellence dans les sujets d'examen, alors ne tombez plus dedans. Passons à notre première méthode expérimentale, l'épreuve de l'air, où l'on va utiliser le dioxygène. Comment ça marche en labo ? On prend un catalyseur, en l'occurrence du cuivre, et on expose notre alcool au dioxygène. Et là, ça dégage une chaleur incroyable. C'est ce qu'on appelle une réaction fortement exothermique. On la surnomme d'ailleurs la lampe sans flamme, tout simplement parce que, sous l'effet de la chaleur, le fil de cuivre se met à rougeoyer intensément, mais sans jamais s'enflammer. Plutôt fascinant. Ce qui est super intéressant à observer ici, c'est la stoichiométrie exacte de la réaction. L'alcool primaire réagit très proprement avec pile une demi-molécule de dioxygène. Le résultat ? La formation ultra élégante d'un aldéhyde que l'on reconnaît direct à son groupe RCHO avec une petite molécule d'eau en prime. On enchaîne avec la méthode numéro 2, la déshydrogénation, qu'on pourrait appeler l'épreuve de la chaleur. On change radicalement de décor. Ici, on enlève carrément l'air du système et on chauffe à 300 degrés Celsius. À cette température extrême, la réaction prend une autre tournure. L'alcool primaire perd purement et simplement une molécule de dihydrogène gazeux, le gaz H2, pour former un aldéhyde. Il n'y a aucune production d'eau ici, c'est pour ça qu'on parle vraiment au sens littéral de déshydrogénation. Et si on prend un alcool secondaire ? Eh bien, notre règle d'or du début fait son boulot à la perfection. Soumis à la même chaleur de 300 degrés, il va lui aussi libérer du H2, mais il va obligatoirement se transformer en cétone. La double liaison carbone-oxygène vient s'ancrer solidement au milieu de la chaîne. Troisième méthode, et c'est souvent là que ça se corse un peu pour les étudiants, l'utilisation des oxydants chimiques, avec la fameuse épreuve du dichromate. Bon, pour gérer l'immense complexité de cette réaction d'oxydoréduction, notez bien ceci. Il faut absolument l'ion dichromate. Mais ça ne suffit pas. Il faut obligatoirement un environnement riche en ion H+. Ce milieu très acide, il est fondamental, parce que c'est lui qui facilite le délicat transfert des électrons pendant que notre alcool joue fermement son rôle de réducteur. Le gros challenge, le point crucial, c'est d'équilibrer tout ça. C'est de la haute précision stoichiométrique. Regardez, il faut exactement 8 ions hydrogène pour convertir 3 molécules d'alcool secondaire en 3 molécules de cétone, tandis que l'ion dichromate se réduit. Savoir équilibrer ce genre d'équation, c'est absolument essentiel pour cartonner aux examens. Ce qui nous amène directement à l'oxydation poussée. C'est l'épreuve ultime, là où on pousse l'alcool primaire bien au-delà de ses limites habituelles. Quand on met un gros excès d'oxydant, ça se passe en 2 temps. Au début, de manière très classique, l'alcool primaire devient un aldéhyde. Cette première étape demande l'intervention de 8 ions hydrogène pour équilibrer les demi-équations. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Vu qu'on a cet excès d'oxydant, la réaction continue inexorablement.
L'aldéhyde se fait oxyder à son tour, jusqu'à ce qu'émerge le produit final, un robuste acide carboxylique. L'équation globale devient assez spectaculaire. On passe carrément à 16 ions hydrogène requis et on produit 11 molécules d'eau. C'est la transformation la plus profonde qu'on puisse observer ici. Allez, c'est l'heure de tester vos connaissances. On va voir comment appliquer rigoureusement toutes ces règles théoriques à des exercices que vous retrouverez typiquement en TD. Prenons ce premier défi académique. On veut l'équation de l'oxydation continue et poussée du propananol. Le réflexe à avoir, repérer le suffixe -nol. Ça crie alcool primaire. Donc, avec un excès de dichromate, le produit final cible sera inévitablement l'acide propanoïque. Et bam, on réutilise directement la grande équation à 16 ions, H+, qu'on vient tout juste de voir. Deuxième exemple d'application logique, cette fois avec le pentane de zol. Comment est-ce qu'il va réagir? La toute première étape de votre analyse, et de loin la plus critique, c'est d'identifier sa classe d'alcool. Et pour ça, rien de mieux que de visualiser sa formule semi-développée. Le groupement hydroxyle est attaché au deuxième carbone, qui est lui-même lié à 2 autres atomes de carbone. Il n'y a pas de doute, c'est clairement un alcool secondaire. Du coup, on sait que le produit final sera indubitablement une cétone, la pentane 2-zone. Et même s'il y a un excès d'oxydant, la réaction s'arrêtera strictement à ce stade. Alors, pour terminer cette session, je vous laisse avec cette réflexion stimulante. Puisque ces signatures chimiques sont incroyablement prévisibles, les primaires donnent des acides, les secondaires des cétones et les tertiaires ne réagissent pas. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser stratégiquement ces différences en labo pour identifier de manière infaillible le contenu d'un flacon mystère? Réfléchissez-y parce que c'est exactement là que toute la puissance de la chimie analytique prend son sens.